invité est Thomas Oswald. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, illustrateur, aujourd'hui d'ailleurs scénariste d'une bande dessinée sur le scoutisme intitulée SUF. Hier, ce soir, demain matin, SUF comme Scout unitaire de France. Le scoutisme, eh bien, il a plus de 100 ans. Il a été créé par Lord Robert Baden-Powell et par le père Jacques Servin en France. Les SUF, eux, ont 50 ans. Ils sont nés en 1971. Ils s'appellent Scouts unitaires et pourtant, 71, ils sont nés d'une scission. C'est ça. À vrai dire, ils sont nés d'une scission, mais eux, ils voulaient, dans leur esprit, ils voulaient conserver le scoutisme tel qu'il existait à cette époque-là. Les scouts de France étaient en train de changer de pédagogie et de laisser tomber ce que les SUF ont appelé ensuite l'unité de la patrouille. L'unité de la patrouille, c'est cette tranche d'âge dans lesquelles sont découpées les classes de scouts. Donc on a les louveteaux qui sont entre 8 et 12 ans, après les scouts qui sont entre 13 et 17 ans. Et le fait d'avoir des tranches d'âge aussi larges, ça permet d'avoir des aînés qui sont dans les mêmes cisailles, les mêmes patrouilles que les plus jeunes. Et donc les plus grands vont prendre en charge les plus jeunes. C'est cette unité de la patrouille que les scouts unitaires de France ont voulu conserver et que les scouts de France ont laissé tomber pour un autre système avec des classes d'âge beaucoup plus serrées. Alors, ces scouts unitaires de France, vous leur dédiez pour leurs 50 ans un ouvrage. Comment on crée une BD? Plutôt, comment on la construit? Comment ça se passe? Parce que vous êtes plusieurs. Vous êtes le scénariste, vous n'êtes pas l'illustrateur, par exemple. Ah non, j'aurais été bien incapable de faire une bande dessinée de cette qualité-là au dessin, surtout dans les délais qui nous ont été impartis. Non, on est 3 personnes à travailler sur la réalisation de la bande dessinée elle-même. Donc moi, en tant que scénariste, je commence par moi parce que je suis le premier à lancer le projet. J'écris mon texte, j'écris les bulles, j'écris le découpage. Ensuite, on a le dessinateur qui passe, Francesco Risato, qui crayonne et qui encre. Et une fois que le dessinateur a achevé le travail, le coloriste met les couleurs, donc affine les noirs, met toutes les couleurs que vous voyez là directement sur les planches. Ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas possibles. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a une demande de correction sur un bout de planche, un bout de case. Alors, il faut bricoler le petit morceau de mot, le petit morceau d'uniforme qui n'était pas affiché correctement. Et il y a des allers-retours qui peuvent aller donc de l'équipe des scouts unitaires de France à moi, puis après au dessinateur et après au coloriste. Qu'est-ce que vous a fait changer ? Oh, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Les scouts unitaires de France ont suivi de très très près ce projet. Alors c'est tant mieux, mais alors en même temps, c'était quelquefois un peu difficile à suivre parce que chaque détail d'uniforme, de couleur de foulard, devait être conforme à ce qui existe effectivement chez les SUF. Parce que le foulard, il a son importance. Le foulard a son importance, il a une signification, une histoire. Non, on rigole pas avec ça. Hein. Et les SUF rigolent pas avec ça, je peux vous dire. Non, c'est très correct historiquement. On a fait attention à ce que les écussons, les symboles, tout soit placé correctement. Peut-être qu'il y aura un spécialiste scout qui nous trouvera une erreur, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est passé dessus. Bon, on va regarder cela. On en a quelques-uns à la rédaction. Votre bande dessinée, elle ne se veut pas exclusivement historique, on le verra, mais elle met quand même l'accent sur un point méconnu de l'histoire du scoutisme en général. On est en 1947, c'est-à-dire qu'on a 18 mois, 24 mois après la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il y a 30 000 jeunes scouts qui se rassemblent, c'est dans les Yvelines, de mémoire, pour une jamborée de la paix, c'est-à-dire un rassemblement. Il y a des scouts de toute l'Europe, y compris, vous le dites dans l'ouvrage, dans la BD, d'Allemagne et d'Autriche. Et oui, et alors ça, on a certainement maintenant du mal à s'imaginer de ce que ça représentait pour ces jeunes-là, dont beaucoup avaient vécu les souffrances de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été opposés les uns aux autres. On leur apprenait aux actualités à la télévision de se méfier les uns des autres. Il faut se souvenir ce que c'était que les actualités pendant la guerre. Et là, 2 ans après ça, ils se retrouvaient à jouer avec ces autres enfants-là. Ils voyaient qu'ils étaient comme eux, qu'ils pouvaient s'entendre, ils priaient ensemble, ils jouaient ensemble, ils ont vécu ensemble pendant un week-end prolongé. Symboliquement, c'est très fort. C'est le charisme des scouts qui est résumé dans cette action-là. C'est quelque chose que le père Servin, qui a créé ce scoutisme en France, appréciait
aurait apprécié. Oui, c'est quelque chose qu'il aurait apprécié, et surtout vu l'époque compliquée dans laquelle était l'Europe, qui était dans son espèce de guerre civile qui s'est étendue sur les 2 guerres mondiales, avoir des jeunes de tous les horizons qui partageaient la même pédagogie, la même foi, parce que c'était des scouts chrétiens, c'était un message très, très fort à l'époque. Rétrospectivement, nous, on n'imagine pas ce que ça représentait, parce qu'on n'est plus en guerre avec les Allemands ni avec les Autrichiens. Mais à cette époque-là, on imagine que ça a dû profondément marquer ces jeunes-là, oui. Ça sort l'idée du scoutisme un petit peu bisounours, c'est quand même quelque chose qui est important, avec une portée quasiment politique. Bisounours, si vous voulez. Ça vous plaît pas, le terme bisounours? C'est-à-dire que oui, on s'entend tous, on est tous chrétiens. Effectivement, ça peut paraître un peu bisounours quand on le voit comme ça, mais il faut bien voir qu'à l'époque, ceux qui parlaient d'une Europe éternelle et d'une grande Europe, c'était pas forcément des bisounours, justement. Donc avoir un dialogue sur l'Europe constructif qui soit à ce point-là positif, non, c'était quelque chose d'engagé et de risqué, finalement, comme opposition. Et de puissant. Alors, au-delà de l'histoire, il y a la petite histoire, c'est celle quand même que vous narrez dans cette bande dessinée. Et tout commence à cause d'un petit clou. En fait, non, cela a plutôt commencé par un appel téléphonique. C'est le début, c'est comme ça qu'on a commencé. Le petit clou, c'est l'imprévu qui arrive. Et alors ça, tous ceux qui ont été scouts, et en particulier chefs scouts, se retrouveront parfaitement dans ce petit clou. Ils savent très bien que ça marche jamais exactement comme prévu, que les plans les mieux huilés peuvent tomber à l'eau à cause d'un simple grain de sable. Et au fait, ça fait partie de l'aventure complètement. Pour qu'il n'y ait pas de petit clou, il faudrait vivre dans un monde parfaitement cloisonné, chez soi, sur son canapé. Les scouts, c'est exactement l'inverse. Donc on est sûr d'avoir des boîtes entières de petits clous qui se répandent sur les week-ends. Et c'est ce qui fait que le scoutisme est une expérience aussi formatrice pour les jeunes qui s'y engagent. Derrière les aventures de ces jeunes scouts qu'on va suivre tout au long du livre, vous rappelez les règles essentielles du scoutisme. Je lis « Sortir des chemins battus ». C'est important, ça aussi. Retrouver la nature pour vivre l'aventure. Et oui, Sentier battu, nature, aventure. On est vraiment, encore plus maintenant, je pense qu'il y a 50 ans, on est vraiment dans une société où les enfants, les adolescents sont très cadrés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Regardez la guerre des boutons. Dans la guerre des boutons, les gamins, ils vont à l'école et ils rentrent chez eux, ils font 10 km. Et ils ont 5 ans. On fait ça. Personne ne ferait ça de nos jours. Hein. Là, maintenant, il faut que j'appelle le voisin. Ils font des bêtises sur les 10 km. Oui, d'ailleurs, ils font des bêtises, mais c'est comme ça qu'ils grandissaient aussi. Là, maintenant, c'est quelqu'un qui fait ça, on appelle la DAS et on lui enlève ses enfants. Hein, c'est pas possible. Maintenant, il faut que l'enfant il soit amené par un adulte d'un point A à un point B, on surveille, on fait tout. Et ça dure... mais jusqu'à la vie étudiante, et même après. Enfin, même les étudiants, si vous voulez, pour beaucoup d'entre eux, ils sont dans un cadre, ils ne travaillent pas pour de vrai parce qu'ils sont étudiants. Et donc, je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu comme moi ces époques-là, on est très frustrés de ne pas avoir de responsabilité, de ne pas vivre pour de vrai, au fait. Parce que les études, c'est un jeu. L'école, c'est un jeu. On ne travaille pas, on fait rien pour de vrai. Au scout, on fait des choses pour de vrai. On fait vraiment sa cuisine, on prend vraiment des risques. On lâche des gamins en exploration dont le CP est à 16 ans, ils ont entre 16 et 12 ans et on les lâche tout seuls dans la nature et il faut qu'ils se débrouillent. Moi, à mon époque... Vous ne savez pas ce que les parents pensent de ça. Je pense que de plus en plus de parents pensent comme moi. Je pense que c'est absolument essentiel et qu'il faut vraiment qu'on fasse ça. On prend plus de risques en surprotégeant les enfants qu'en leur laissant une bride longue, je ne sais pas si oui c'est ça, les rênes assez longs et qu'on leur laisse faire leurs expériences, prendre des poteaux dans la tronche de temps en temps évidemment, mais apprendre par eux-mêmes et devenir autonome. Et Thomas Oswald, quand vous dites tout ça, il y a des téléspectateurs, peut-être pas, mais enfin au-delà de nos téléspectateurs habituels qui vont dire alors là, c'est un projet militaire que vous nous développez là, alors qu'on avait cru comprendre que le projet éducatif des scouts, et des SUF en particulier, c'est quand même les concepts d'éducation par le jeu. Oh oui, non, mais pas par la schlag. Non, c'est pas la schlag. Non, c'est pas la schlag, puisque justement, ils vont prendre leurs responsabilités. Les gamins ne demandent pas mieux que ça. À 16 ans, on leur confie un CP, on lui confie toute une patrouille. Un chef de patrouille, un CP. Voilà, un CP. Une CE, une chef d'équipe, on lui confie toute une équipe, donc ça c'est l'équivalent guide. Et ils ont une responsabilité énorme, et je suis persuadé qu'il y a énormément d'enfants qui ont beaucoup besoin de ça, justement. Ça serait pas mieux s'il y avait une mixité chez les SUF ? Je crois pas.
Je ne crois pas parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais selon les âges, il y a vraiment des âges en particulier au moment de l'adolescence où c'est intéressant que les garçons et les filles soient séparés parce qu'ils ne vivent pas de la même façon, ils évoluent pas de la même façon et ils ne feraient pas les mêmes choses. Et d'autre part, c'est surtout pour mon expérience personnelle. Moi, j'ai été au Scout unitaire de France, de louveteau à chef de troupe et chef de clan. Donc, j'ai fait vraiment toute la gamme des Scouts unitaires de France. Et ça m'a jamais manqué qu'il y ait une mixité. Ça n'empêchait pas que je savais ce que c'était une femme et que je connaissais. Mais c'était par ailleurs, si vous voulez. C'était le monde des scouts était un monde où effectivement il n'y avait pas de mixité. Oui. Tout au long de la bande dessinée se déploie la loi scout finalement. Or, elle dit le scout est maître de soi. Et là, on voit bien que vous faites tout pour que cette progression personnelle et la pédagogie l'amènent à être maître de lui-même. Il sourit et chante dans les difficultés. C'est quasiment une philosophie par les temps qui courent. Ça, j'ai un souvenir très frappant de ça. Quand j'étais chef de troupe, on était à un moment du camp où c'était compliqué parce qu'on devait se déplacer vers un lieu de grand jeu. Les choses n'étaient pas passées comme prévu. Pardon, je remets les bouts dans l'ordre. Et il y avait eu un orage qui avait éclaté au pire moment. Tout le monde était trempé. Et je me disais, là, les scouts, ils vont plus en pouvoir. Je vais les perdre. Et ils sont tous mis. Alors, je sais pas comment. Je crois que c'est même pas un chef, un troisième, donc un gamin qui devait avoir 14 ans, qui a commencé à danser en faisant un jeu, et ils sont tous mis dans le jeu. Et il y avait la flotte qui tombait sur tout le monde. Moi, j'étais désemparé, je savais pas comment gérer mes scouts, et au fait, ils se géraient eux-mêmes beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Et ce petit gamin-là, il a montré exactement la voie et l'esprit des SUF. Ils font des choses incroyables, au fait, quand on leur laisse la place de le faire. La liberté ? Une liberté... Il faut pas essentialiser la liberté. La liberté, c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, n'importe comment. Mais la responsabilité, oui. La liberté d'avoir des responsabilités. Alors, dans la loi scout, il y a un moment important, qu'on voit ici aussi, ce temps de la promesse. Oui. Alors, la promesse, c'est quoi ? Alors, c'est un chant, ce sont des rites, ce sont des symboles, ce sont des règles. Tout ça semble un peu désuet, non ? Je vais faire des amis. C'est plus que désuet, c'est primitif. C'est un rite d'initiation, la promesse. C'est le gamin qui a 12 ans, qui rentre au scout et qui accepte de faire sa promesse. Il devient partie prenante des scouts et il s'engage pour une série de choses difficiles qui vont faire qu'il va complètement intégrer les scouts. Donc c'est un rite d'initiation. Je suis sûr qu'il y en a dans toutes les cultures de tout l'univers depuis le début de l'humanité. Donc ça correspond à un besoin premier. Effectivement, vous pouvez trouver ça désuet parce que c'est très ancien et on en trouvera chez les aborigènes, chez nos ancêtres de Néandertal, je suis sûr qui faisaient la même chose. Elle faisait l'avocat du diable. Ne m'enfoncez pas plus auprès des téléspectateurs. Ce chant de la promesse, cette promesse, c'est quand même quelque chose d'essentiel parce qu'un rite d'initiation, mais auquel on se réfère toujours 50 ans plus tard, je vois, devant tout je m'engage, oui. Et bien on chante, on se lève et on est concerné 50 ans plus tard. Oui, parce que on s'engage pas pour les années de scout, on s'engage pour toujours. Quand la promesse scout, c'est pour toujours. Donc c'est la promesse, et ça se termine comment ? Ça se termine, vous avez dit chef de clan, on prend la route, ça veut dire quoi, prendre la route ? Alors il y a une différence entre les garçons et les filles. Moi je vais parler que de la branche garçon, parce que c'est celle que je connais forcément. Chez les garçons, donc, on passe d'abord de louveteau, puis scout, puis après routier. On peut faire partie de la maîtrise parallèlement, ou parfois être routier et maîtrise en même temps. Voilà, la maîtrise des branches précédentes. Quand on est routier, à la toute fin de son engagement, quand on sent qu'on va arrêter les scouts parce qu'on a atteint l'âge limite, on prend ce qu'on appelle le départ routier. Donc c'est ce moment-là qui est raconté dans la bande dessinée, où le routier va prendre sa torche, prendre sa Bible, sa miche de pain et partir, donc quitter physiquement le groupe des routiers et de la maîtrise qui est là. Et il passe une nuit dans la forêt et il revient le lendemain. Bon, là, mais c'est un retour provisoire. Il sait qu'il est parti du mouvement scout en tant que partie prenante avec l'uniforme chez les scouts. Mais il reste les engagements qu'il a prononcés le suivent toute sa vie. Toute sa vie. Cette route, elle ne s'arrête pas finalement. Elle ne s'arrêtera jamais. Non. Alors, on le voit dans la bande dessinée, à travers cet entretien aussi, et il y a pour les SUF, plus qu'un sens, une finalité pour les scouts unitaires de France,
le sens de Dieu, qui intervient. Il y a des aumôniers qui suivent bien évidemment les troupes. Les Suifs, eux, ils sont ouvertement catholiques. C'est un mouvement catholique. Ah oui, absolument. Oui. Ça veut dire quoi, un mouvement catholique aujourd'hui? C'est-à-dire, quelles sont les obligations, les devoirs et les droits? C'est un mouvement catholique parce que c'est l'esprit chrétien qui l'anime profondément. Moi, j'avais l'habitude de dire aux scouts, il y a énormément de règles quand on est scout. Il ne faut pas prendre une hache de cette façon-là, il ne faut pas aller sortir du lieu du camp sans avoir prévenu les chefs. Il y a des règles qui cadrent pour que tout le monde soit en sécurité et que ça se passe bien. Mais je leur disais aussi, si vous êtes chrétien, au fait, toutes ces règles-là, elles sont déjà comprises. Parce que les règles légales, si on est chrétien, forcément on les suit. Et au fait, y a pas, toutes ces règles-là, je n'avais pas besoin de les rappeler très souvent parce qu'il y a une espèce d'envie que ça se passe bien tous ensemble qui faisait qu'il n'y avait pas besoin de les rappeler tout le temps. C'est le signe d'une société qui marche bien, ça. Moins il y a de règles, plus ça veut dire que la société fonctionne bien, plus il y a la concorde, en fait. Plus il y a une concorde parce que chacun y met un peu du sien et du coup, il n'y a pas besoin d'écrire des tartines de tables de règles. On va transmettre ça aux législateurs. À partir de ce moment-là, quand on dit que c'est un mouvement catholique, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs mouvements scouts importants. Il y a des scouts d'autres religions, évidemment. Il y a des scouts laïcs qui sont quasiment disparus, mais qui ont existé en d'autres temps. Et puis, il y a des scouts qui sont d'obédience. Est-ce que le terme est exact? Catholique. On pense aux scouts d'Europe, aux scouts unitaires de France, ceux dont on parle, et puis les scouts de France. Quelle est la différence? Il n'y en a pas entre ces trois-là? Non, aussi, il y a des différences. Je dirais surtout entre les scouts de France et les deux autres mouvements. Parce que les deux autres mouvements, aussi bien les Europes que les scouts unitaires, ont conservé le système de classe d'âge dont je vous parlais précédemment. Et ça, c'est évidemment fondateur pour le mouvement. Ça change tout d'être avec des enfants qui ont entre 12 et 17 ans et entre 8 et 12 ans. Ou juste des classes d'âge beaucoup plus serrées. La mixité aussi, donc pas de mixité chez les Europes et pas de mixité chez les unitaires, alors qu'il y a de la mixité chez les scouts de France. Après, sur le fond, sur le rapport au catholicisme, les trois mouvements sont explicitement catholiques. Alors, par exemple, on dit qu'il y en a qui dépendent des paroisses, d'autres qui dépendent d'établissements scolaires. C'est pas clair pour moi, ça. Non, pour vous non plus? Pas complètement, oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, les scouts unitaires de France, ça a vraiment été fondé par une bande de passionnés qui voulaient conserver l'unité de la patrouille. Et du coup, il n'y avait pas... Donc on voit les photos dans le Voilà, village, exactement. Donc il n'y avait pas forcément un prêtre de paroisse associé. Ça s'est fait après, quoi. Mais les choses sont beaucoup plus apaisées maintenant, puis les SUF font vraiment partie du paysage. Maintenant, ils ont beaucoup grandi, beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient d'ailleurs, et ils ont des problèmes d'organisation à cause de ça. Mais maintenant, ils sont rentrés dans le paysage et il n'y a pas de... moi, je vois pas de distinction fondamentale entre les unitaires et les Europes, à ceci près que tout de même chez les unitaires, toute l'équipe encadrante est très jeune et est encore presque scout ou sort tout juste du scoutisme, alors que chez les Europes, il y a des personnes, des gens plus anciens qui sont à la manœuvre. Comme les scouts de France, avec des adultes. Aujourd'hui, le scoutisme, il perdure, il progresse. Et comment vous expliquez ce succès? C'est pas compliqué. Attends, il y a contre-temps quasiment. C'est pas compliqué. Les jeunes gens changent pas fondamentalement. Ils ont besoin de se dépenser, de construire des choses, de vivre des choses ensemble, sans avoir toujours un adulte derrière eux. Les scouts leur permettent ça. Les scouts leur donnent la vraie vie, au fait. Leur donnent des vraies choses. Leur donnent des arbres à couper, dans le respect de l'écologie et tout ça, mais leur donnent des choses à construire, leur donnent des feux à faire, des risques à prendre. Et on a besoin de ça. Et il y a des jeunes qui crèvent de ne pas avoir ça. Alors, il y a une chose importante, vous allez me dire, je ne fais pas de l'antiscoutisme dans cette émission, mais il y a une notion quand même qui est importante. Je vois maintenant apparaître sur les CV, ceux qu'on donne à TV Liberté, par exemple, sur les stagiaires qu'on reçoit, nombreux, eh bien, ils signifient, ils indiquent sur leur CV aujourd'hui qu'ils ont été scouts. Et je dois dire, moi, à mon époque, on aurait mis ça un peu sous le tapis en disant, oh, mon Dieu, mets pas ça, parce que tu vas être bâché, quoi. Et là, au contraire, on se revendique. C'est quoi? C'est la forfanterie? C'est parce qu'on sait qu'il y a des valeurs dans le scoutisme dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de gens qui arrivent, qui sont ponctuels au travail, surtout qui sont capables de prendre des responsabilités. Ça, je pense que c'est vraiment la clé.
Il y a des personnes qui ont 60 ans, qui ont fait 40 ans de carrière et qui sont infoutues de prendre des responsabilités. Quand on leur demande quelque chose, c'est toujours faut en référer au supérieur, non, c'est pas dans le cadre de la règle de l'alinéa, de la circulaire, comme dans Astérix, là. Et on devient fou avec ça. Hein. On a besoin de gens qui disent, bon, bah, je prends le risque de dire oui, je signe et j'y vais. Et les scouts peuvent faire ça, oui, effectivement. Des vertus, la franchise, le dévouement, oui. La pureté. Là encore, on se dit, est-ce que c'est véritablement possible? C'est pas une image d'Épinal, c'est pas. C'est un idéal. Un idéal. C'est un idéal. C'est pas un fantasme, c'est un idéal de vie auquel on aspire. Personne n'a envie d'être impur, personne n'a envie d'être. Donc tout le monde aspire à ces idéaux-là. Donc c'est pas parce que on n'arrive pas à y accéder qu'il faut y renoncer. Et alors, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé, c'est que souvent on associe quand même un peu le scoutisme à la bourgeoisie, quoi. Ce sont les bourgeois qui mettent les enfants au scout. Ça aussi, vous ne l'acceptez pas comme vision? C'est possible factuellement, mais si on regarde des troupes de scouts, je fais les mots à l'envers. Les troupes de scouts, effectivement, il y aura beaucoup de personnes issues de la petite, moyenne, grande bourgeoisie, et parce que c'est comme ça, et parce qu'ils viennent des milieux catholiques, tout simplement. Hein. Mais les scouts ne sont pas du tout fermés aux autres niveaux sociaux. Au contraire, il y a même beaucoup d'efforts qui sont faits pour intégrer des patrouilles qui viennent de lieux défavorisés. Et puis, très prosaïquement, le scoutisme, ça coûte pas cher. Envoyer son enfant au scout, les uniformes, etc. Ça revient pas par rapport à une colonie de vacances, c'est pas grand-chose. Hein. Le prix d'un camp scout, moi si je vous en parlais, ce serait les prix d'il y a 20 ans, mais ça n'a pas dû énormément changer. C'est quelques centaines d'euros, une centaine d'euros par semaine. Pour 3 semaines de camp, donc je défie la concurrence sur cette base-là, et surtout avec cette proposition-là, avec cette proposition d'activité-là. Quel avenir pour le scoutisme? Est-ce qu'il est à l'image finalement de la dernière vignette de la bande dessinée? Alors c'est quand même un clin d'œil à Astérix, hein. C'est le dîner final où tout le monde, où ça s'est apaisé, tout se termine par des rassemblements, des meutes autour du feu, de la joie, des chants, tout ça de toute éternité. Là encore, est-ce que c'est la réalité? Le titre, c'est « Suf hier, suf ce soir, suf demain matin ». Et au fait, si vous connaissez un peu les scouts, c'est une chanson à la base. C'est « J'étais scout hier, je suis scout ce soir, si tout va bien, je serai scout demain matin ». Donc ce final, c'est le final de la veillée là. Mais ils disent bien que demain matin, on va recommencer. Et puis il y aura encore des clous, des trompes d'eau qui nous tomberont dessus, des moustiques, enfin tous les détails des fléaux scouts qui nous tomberont dessus. Et il faudra à nouveau recommencer à bien serrer son foulard et à repartir affronter les défis de demain. Est-ce qu'on se réfère encore à Baden-Powell parce que c'est aussi mal vu par les bien-pensants? C'est politiquement quasiment incorrect. Les bien-pensants, il n'y a pas grand-chose qui voient bien. Donc effectivement, si on doit marcher dans leurs clous à eux, on ne va pas aller très loin. Hein. On se réfère tout à fait au Baden-Powell. En particulier, le chapeau qu'ils ont là sur la tête, le Cat-Boss, c'est le chapeau. Ah oui, alors là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le béret, mais là, que c'est un Cat-Boss. Non, c'est le Cat-Boss chez les SUF officiellement. Chez les branches aînées, donc les scouts et guides. Chez les louveteaux-Jeannettes, c'est encore le béret, comme précédemment. Et donc ce chapeau, c'est en référence à Baden-Powell? C'est en référence à Baden-Powell, absolument. Puis il est pratique, il protège bien de la pluie, même quand il pleut, quand la pluie tombe verticalement, ce qui arrive, on n'a pas l'eau dans les yeux. Et puis il couvre aussi du soleil, donc il est assez pratique. Il se tient, même si les scouts ne sont pas toujours aussi propres et carrés qu'on les présente là, donc quelquefois on les trouve un peu étalés, ils se remettent bien et ça repart pour un tour. C'est pas un chapeau qui est cassé au bout de 2 jours de camp. Un uniforme. Essentiel, l'uniforme. Mais plus personne n'en a. Je vois les militaires dans la rue aujourd'hui, vous savez, on leur demande de ne plus porter de leur uniforme, y compris le 14 juillet, on leur a donné l'ordre de retirer leur uniforme dès la sortie du défilé. Et je vois encore des troupes de scouts en uniforme dans le RER, dans le métro, dans le train, dans les rues. Ils ne sont pas pris à partie. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de nos décisionnaires qui appartiennent à la génération de 68 et qu'il fallait cramer tous les uniformes. Mais c'est fini ça, hein. Ces gens-là, il va falloir qu'ils acceptent que c'est fini, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il y ait des uniformes. Regardez, il y a beaucoup de gens qui réclament le retour des uniformes à l'école, ce que j'ai même pas connu, ni vous d'ailleurs. Mais parce que l'uniforme a beaucoup de vertus. Il permet, vous parliez de bourgeoisie tout à l'heure, il permet à tout le monde d'être au même niveau. Il n'y a pas de plus beau pull scout l'un que l'autre. Enfin, il n'y a pas de différence, quoi. Et ça revient au même prix et on s'en sort tous comme ça. Ensuite, chez les scouts, il y a vous parliez de rituels. Oui, c'est ça. Il y a des rituels et des présentations générales, comme le rassemblement, qui doivent être belles, être imposantes. Et ça, sans l'uniforme, ce ne serait pas du tout pareil.
Rassemblement, Rasso, Rasso, oui. auquel les parents sont souvent invités. C'est Vous ça. êtes invités aussi, parents, à lire cet ouvrage sur les SUF, sur ces scouts unitaires de France. Merci Thomas Oswald d'être venu défendre votre ouvrage et au-delà, eh bien, le scoutisme en France. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, je tiens, puisque vous me donnez l'antenne, à remercier à la fois les scouts, les SUF qui ont rendu cet album possible et le travail remarquable de Francesco Risato et de Jean-Pierre Joblin, le coloriste, qui se sont pliés à toutes les exigences des SUF. Les exigences étaient nombreuses. J'ai bien compris, on a bien compris. Et dans un mode à la belge, c'est-à-dire classique. Voilà, une belle BD classique, très bien finie en fin de compte, malgré toutes les difficultés qu'on a eues à la finir. Amusante. Et j'espère amusante à lire. Oui, ça l'est. Merci beaucoup à vous.